Les femmes seront célébrées le 8 mars prochain. La journée mondiale de la femme a été lancée aujourd'hui par le chef du gouvernement Daniel Kablan-Duncan. L'autonomisation de la femme, défi et enjeu pour la prospérité de la femme, sera au cœur de l'événement. La décentralisation des concours administratifs session 2016 est en vue. Le ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration et ses directeurs régionaux en ont parlé. Nous reviendrons sur la faisabilité de cette action dans ce journal. Au Burundi, l'offensive diplomatique se poursuit. Des dirigeants africains dépêchés par l'Union africaine vont tenter de relancer le dialogue politique alors que la crise s'enlise autour de la question du troisième mandat du président Nkurunziza. Madame, Monsieur, bonsoir. Tête-à-tête entre Guillaume Soro et Alioune Tine, le directeur du bureau régional d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, qui est en Côte d'Ivoire dans le cadre du lancement du rapport annuel sur la situation des droits de l'homme. Il ressort des échanges entre les deux hommes que des efforts ont été faits en ce qui concerne la protection des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, des progrès qui doivent se poursuivre. Le reportage de Théodore Zouzou et de Michel Digri. La situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire s'est fortement améliorée ces dernières années. C'est le constat fait par Alioune Tine, directeur du bureau régional de Amnesty International. Des avancées matérialisées par la ratification de traités internationaux en la matière par le gouvernement ivoirien. Sur la proposition aussi pour que la Côte d'Ivoire puisse signer certaines conventions internationales pour renforcer la protection des droits de l'homme, comme ce qui a été fait, par exemple, avec l'abolition de la peine de mort. Nous nous sommes réjouis de cette fantastique décision du gouvernement de Côte d'Ivoire, l'abolition de la peine de mort. Après les échanges qu'il a eus avec Guillaume Soro, président du Parlement ivoirien, Alioune Tine dit être satisfait de l'engagement des autorités ivoiriennes pour l'amélioration de la situation des droits de l'homme dans le pays au-delà des progrès réalisés. Le président de l'Assemblée nationale, ses collaborateurs sont disposés à avoir les requêtes, les recommandations pour améliorer le système des droits de l'homme ici en Côte d'Ivoire. La deuxième audience a été consacrée à son Excellence Mohamed Farouk Hamzaoui, ambassadeur d'Égypte en Côte d'Ivoire. Avec lui, il s'est agi de coopération ivoiro-égyptienne dans les domaines politiques, économiques, culturel et parlementaire. Dans la même veine, Amnesty International note aussi une amélioration en ce qui concerne la suppression de la peine de mort en cours en Côte d'Ivoire. Vous l'avez entendu dans ce reportage de Michel Digri. Elle note cependant que des progrès doivent être faits en ce qui concerne la justice nationale. Et comme tous les ans, Amnesty International présente son rapport annuel sur la situation des droits de l'homme dans le monde. L'organisation a porté son choix sur la Côte d'Ivoire. Moussa Koulibaly, Sidonie Davila. Ce rapport 2015-2016 d'Amnesty International prévient. Les gouvernements doivent mettre un terme aux attaques contre les droits humains. En Afrique de l'Ouest et du Centre, la sécurité et les libertés de millions de personnes ont été mises en danger au cours de l'année 2015 à cause des violences des groupes armés et du terrorisme. Cette année, pour le lancement du rapport annuel régional, l'ONG a porté son choix sur la Côte d'Ivoire grâce aux avancées notables en matière de droits humains. Cette marque de confiance dénote que nous sommes sur la bonne voie. Cela nous appelle à la remobilisation dans notre dynamisme contre les injustices et les violations des droits humains. Le point fort, c'est concernant la peine de mort. Effectivement, en Côte d'Ivoire, la Constitution de 2000 a aboli la peine de mort, mais elle existait encore dans le Code pénal et le Code de procédure pénale. Et Dieu merci, le Parlement a approuvé à l'unanimité 2 projets visant à supprimer la peine de mort du Code pénal et du Code de procédure pénale. Ça, c'est une bonne nouvelle. Malgré ces progrès, Amnesty International encourage le gouvernement à plus d'efforts dans le domaine de la justice nationale. Autre point évoqué par l'ONG, l'impunité en Afrique. C'est quand même notre talon d'Achille ici en Afrique. En 2015, elle a encore empêché les victimes de connaître la vérité et d'obtenir la justice, et a favorisé l'instabilité et la violence.
Cette année ne sera pas seulement l'année africaine des droits de l'homme. Amnesty International célébrera aussi le 35e anniversaire de l'adoption de la Charte africaine et le 30e anniversaire de son entrée en vigueur. L'ONG soufflera également la 10e bougie de la création de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Les femmes seront à l'honneur le 8 mars prochain. Tout est fait pour que la fête soit belle. Cette année, l'accent sera mis sur l'autonomisation de la femme, défi et enjeux pour la prospérité de la famille. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a donc procédé au lancement de la célébration de la Journée mondiale de la femme. Le chef du gouvernement avait à ses côtés plusieurs ministres qui n'ont pas hésité à monter sur le grand T. Le moment est... Cette cérémonie de lancement laisse augurer d'un prochain 8 mars mémorable. Le ton est donné. L'édition 2016 de la Journée internationale de la femme est ainsi lancée. Membres du gouvernement et Premier ministre, poètes ou mannequins d'un jour, tous mobilisés autour du thème autonomisation de la femme, défis et opportunités pour l'épanouissement de la famille. Je vous vois, mesdames. Je vous sens tout aussi engagées, belles fleurs épanouies, courageuses, intelligentes et surtout déterminées. À cet égard, il me plaît de rappeler que le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a régulièrement donné des signaux forts sur sa volonté marquée de promouvoir la femme et d'aider à son épanouissement. De même, il a clairement défini la promotion de la jeunesse et de la femme comme le 4e axe prioritaire de son action et du programme gouvernemental sur la période 2016-2020. Elle signe là sa première grande sortie officielle et pour Euphrasie Yao, la Journée internationale de la femme est une occasion exceptionnelle de magnifier la femme. Ce thème national permettra à notre pays de mener une réflexion profonde sur les stratégies à mettre en œuvre et surtout les actions à mener pour créer des conditions idoines pour la réalisation du potentiel des femmes. Rien de durable, rien de solide dans la société ne peut se réaliser sans la participation des hommes et des femmes ensemble, main dans la main, dans un nouveau contrat social. C'est pourquoi nous allons aller tout doucement et sûrement jusqu'à la parité 50-50, 50-50. En plus des activités éclatées sur tout le territoire, 2 temps forts marqueront les célébrations. La cérémonie officielle en présence du président de la République et le Forum de l'emploi et de l'entrepreneuriat féminin les 4 et 5 mars prochains. Thème du forum, le succès façon femme. Le moment est... Et ce moment, c'est... Un autre événement, les Jeux de la francophonie. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a procédé au lancement officiel des travaux de construction et de réhabilitation d'infrastructures qui vont abriter les 8e Jeux de la francophonie qui vont se tenir ici même à Abidjan en juillet 2017. Du parc des sports de Trècheville au stade Félix Houphouët-Boigny en passant par le Canard au bois de Trècheville, le chef du gouvernement a pu se rendre compte des travaux avant de donner le coup de pioche. Il en a profité pour rassurer le comité international des Jeux sur le respect des délais de livraison de ces travaux. Ce sont au total 15 chantiers qui sont ainsi ouverts et qui devront être livrés en décembre 2016. Ce communiqué, avant de poursuivre le journal, le ministère des Affaires étrangères porte à la connaissance des populations ivoiriennes qu'à l'invitation de son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Recep Tayyip Erdogan, président de la République de Turquie, accompagné de son épouse, d'une forte délégation d'officiels et d'hommes d'affaires turcs, effectuera une visite officielle en Côte d'Ivoire du 28 au 29 février prochain. Au cours de cette visite, la première du genre qu'effectue un chef d'État de la République de Turquie en Côte d'Ivoire, les 2 chefs d'État passeront en revue plusieurs sujets d'intérêt commun. Cette visite officielle sera marquée également par la signature d'importants accords de coopération bilatérale et la tenue d'un forum économique entre hommes d'affaires ivoiriens et turcs.
La Côte d'Ivoire est le premier partenaire économique subsaharien francophone de la Turquie. Après la crise, la Turquie a affiché sa volonté de participer à la relance économique de la Côte d'Ivoire. Une chambre de commerce ivoiro-turque a même été créée en 2012. Quels sont les accords qui lient les deux pays et quel est le volume des échanges entre la Côte d'Ivoire et la Turquie? Mahamadou Traoré et Abiba Dambélé nous le disent. La Turquie entretient officiellement des relations diplomatiques avec la Côte d'Ivoire depuis 1998. C'est en 2010 qu'elle a ouvert une ambassade à Abidjan et la Côte d'Ivoire a fait de même à Ankara en 2013. Depuis la fin de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire, la tendance est en l'intensification des relations, notamment sur le plan économique. La Côte d'Ivoire exporte pour la plupart des produits agricoles vers la Turquie et importe essentiellement des matériaux de construction et du textile. De 2013 à 2015, les échanges globaux entre les deux pays sont passés de 100 à 209 milliards de francs CFA. Fort de leur bonne santé économique, les deux pays ambitionnent de porter ce chiffre à 1 milliard de dollars, soit environ 600 milliards de francs CFA d'ici à 2020, ce qui devrait conforter le rang occupé par la Côte d'Ivoire, premier partenaire économique de la Turquie en Afrique subsaharienne francophone. Les relations ivoiro-turques, ce sont également 11 accords de coopération dans divers domaines, dont 8 signés lors de la visite officielle effectuée par le président Alassane Ouattara en Turquie du 25 au 28 mars 2015. Si la plupart de ces accords attendent de franchir les étapes de leur mise en œuvre, celui portant sur le service aérien signé en mai 2012 est effectif. Il permet notamment la desserte de l'aéroport d'Abidjan par la compagnie Turkish Airlines, l'une des compagnies les plus performantes au monde. En moyenne 3 vols par semaine. Un autre accord portant sur l'abolition mutuelle de visas pour les détenteurs de passeports diplomatiques de services spéciaux est effectif depuis le 29 janvier dernier. Dans le cadre de l'aide au développement, la Turquie, par le biais de son contingent de la mission onusienne, contribue à la formation des agents de police ivoirienne. Ce à quoi s'ajoute l'assistance dans le domaine sanitaire avec, pour exemple, 80 millions de francs CFA de matériel médical pour l'Institut de cardiologie d'Abidjan et un don d'environ 55 millions de francs CFA pour la construction de l'hôpital mère-enfant de Benjerville. Toutes ces actions tendent à faire du pays fondé par Mustapha Kemal Atatürk un partenaire de choix pour la Côte d'Ivoire dans son ambition d'être émergente en 2020. Et la visite du président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdogan, va donner un coup d'accélérateur aux relations entre les deux pays. Jean-Louis Borloo attire l'attention des décideurs politiques et du privé sur les potentialités à transformer maintenant. Le président de la Fondation Énergie pour l'Afrique l'a dit lors de l'ouverture de la 4e édition du Forum Afrique Développement. C'était à Casablanca au Maroc. Il a aussi expliqué que l'énergie est la locomotive du développement. Justine Saïdjike est à Casablanca. Plus de 2400 opérateurs économiques de 29 pays, dont 24 pays africains, au 4e Forum international Afrique Développement pour des échanges d'opportunités d'investissement et des partenariats dans les domaines agricoles, énergétiques et entrepreneuriales. Depuis Casablanca au Maroc, les Africains se donnent la main pour l'émergence de l'Afrique. Ce Maroc, tributaire d'une agriculture florissante, partage son expérience avec les autres pays africains qui doivent passer le cap des pays exportateurs de matières premières agricoles au statut de pays exportateurs de produits finis. La coopération sud-sud s'y prête, elle est à privilégier et à intensifier, ce que préconisent tous les intervenants, les ministres marocains et gabonais, les directeurs d'entreprises marocaines et nigérianes, ainsi que Jean-Louis Borloo, président de la Fondation Énergie pour l'Afrique, à l'ouverture de ce 4e forum. Ségolène Royal, la ministre française de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer chargée des relations internationales sur le climat, et le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Alakwa Dioremi, ont animé une conférence sur la COP21 en début de soirée. Demain, la ministre française de l'Environnement va visiter le bassin du Versant allant de la forêt du Banco à la lagune de Cocody et elle sera reçue par le président Ouattara. Ségolène Royal va aussi rencontrer le président de la Banque africaine de développement.
La commission électorale indépendante a dans sa ligne de mire les prochaines échéances, notamment le référendum et les législatives qui vont se dérouler courant 2016. La CEI a donc organisé un atelier de renforcement des capacités des responsables des partis politiques sur le processus électoral à venir. La commission électorale indépendante, CEI, ce n'est pas seulement l'organisation des scrutins. C'est aussi la formation des responsables des partis politiques sur l'ensemble du processus électoral sous ses différents aspects. C'est dans cette optique que l'institution a organisé en partenariat avec OSIWA un réseau qui œuvre pour la promotion de la gouvernance démocratique inclusive, 2 jours durant un atelier d'information et d'échange avec les responsables chargés des questions électorales au sein des partis politiques. Cet atelier, qui s'est articulé autour de 3 modules, à savoir la révision de la liste électorale, l'étude des différents systèmes électoraux et de référendums, permettra aux responsables des partis politiques d'avoir une meilleure connaissance des textes et des procédures. Nul n'ignore que la bonne information et une bonne formation des animateurs de partis politiques, principaux acteurs de la compétition électorale, dépend de la réussite du processus électoral. Pour les responsables des partis politiques, cette assise vient à point nommé. Pour nous, c'est vraiment important que nous puissions discuter avec la CEI pour voir comment vont se passer toutes ces opérations. Surtout au niveau de la révision de la liste électorale. Nous savons que chaque année, la CEI devrait procéder à cette opération. Et pour nous, il est intéressant que nous puissions mettre un peu d'ordre dans la liste électorale. Ensuite, comment va se passer le référendum? Toutes ces informations, nous en avons besoin pour pouvoir informer nos militants. Il est heureux que la CEI ait pensé à organiser un séminaire portant sur le renforcement des capacités des acteurs politiques, notamment en ce qui concerne la révision de la liste électorale, en ce qui concerne les scrutins référendaires et les autres scrutins. Je pense que c'est utile parce que au moins ça correspond à une mise à jour de nos connaissances, à une confrontation de nos connaissances, à un toilettage des tests. Lors de cet atelier, la CEI a tenu à rassurer. Tout sera mis en œuvre pour corriger les impairs survenus lors de la présidentielle d'octobre 2015, notamment l'utilisation de la tablette biométrique. La décentralisation des concours administratifs session 2016 est en vue. Le ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration et ses directeurs régionaux en ont parlé, ce qui s'inscrit dans le cadre de la mise en place de la politique de modernisation de l'administration. ENA, CAFOP, concours de police, INFAS ou INFES, tous les concours administratifs professionnels ou directs se font à Abidjan. Une situation qui a longtemps créé des désagréments aux candidats vivant à l'intérieur du pays. Pascal Abinan, le nouveau ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, veut y remédier. Décentraliser ces 10 concours tout en réduisant les frais d'inscription. Les concours ne sont pas des objets à vendre. C'est les meilleurs qu'on doit prendre. Alors, si on prend de l'argent pour payer les places et ceux qui n'ont pas d'argent, les enfants des pauvres, eux n'auront pas droit à rentrer à la fonction publique alors qu'ils sont ivoiriens comme les autres. Donc tout ça, c'est des éléments à proscrire. Je ne vais pas entendre ces sons, j'allais dire dissonants, qui décrédibilisent l'administration. Une approche appréciée par les 33 directeurs régionaux présents. Ils ont saisi l'opportunité de présenter leurs problèmes et faire des propositions à leurs ministres. Concernant la décentralisation, les concours au niveau de la fonction publique, nous avons souhaité que ces concours-là soient effectués au niveau des régions. Nous avons souhaité également que les fonctionnaires ne se déplacent plus pour venir à Abidjan pour les visites médicales. Effectivement, il a accédé à cela, mais nous avons eu l'impression que M. le ministre avait déjà même préparé ce dossier-là et il avait apporté donc des réponses favorables pour faciliter la vie aux Ivoiriens. Pascal Abinan entend très bientôt lancer la Commission nationale de la modernisation. Le diabète et d'autres maladies métaboliques dans le viseur de spécialistes de la médecine. Ces spécialistes sont en congrès. Ils sont venus de 22 pays d'Afrique et d'Europe et vont réfléchir sur les stratégies à mettre en place pour une meilleure prise en charge des patients atteints de ces maladies. Grace Kando, Noussangari. Dans les 20 années à venir, l'Afrique connaîtra la plus forte hausse de prévalence du diabète.
Cette information est de la Fédération internationale du diabète. Cette pathologie est l'élévation du taux de sucre dans le sang. En Côte d'Ivoire, le taux de prévalence est de 4,9%. Une maladie qui a des complications aussi nombreuses que graves. Donc le diabète peut entraîner une cécité, le diabète peut entraîner une insuffisance rénale, le diabète peut également entraîner chez les hommes une impuissance sexuelle, une crise cardiaque. Le diabète peut aussi entraîner une atteinte des vaisseaux du pied qui va aboutir à une amputation. Pour une meilleure prise en charge des maladies métaboliques, à savoir le diabète, l'obésité et le goitre, des spécialistes venus de 22 pays d'Afrique et d'Europe sont réunis à Abidjan. Parmi les maladies endocriniennes, la plus fréquente, c'est le diabète. Les réunions de ce genre sont indispensables pour, disons, harmoniser les points de vue sur le dépistage, la prise en charge et la prévention. La gestion donc, du diabète engage donc, toutes les disciplines. Il faut une collaboration multidisciplinaire. Cette rencontre des professionnels de la santé, qui dure 3 jours, est une initiative de la Société africaine d'endocrinologie, métabolisme, nutrition, SAEM. Sachez que des chercheurs suisses et américains ont découvert un anticorps qui protège de manière très efficace les chimpanzés contre le virus Ebola. Même injecté 5 jours après la contamination, l'anticorps empêche l'apparition de la maladie. Les scientifiques sont parvenus à prélever 2 anticorps contre Ebola sur un individu infecté par le virus en 1995 ayant survécu. Ils ont ainsi pu les reproduire de manière artificielle. L'un d'entre eux s'est révélé extrêmement efficace contre le virus. Les chimpanzés testés n'ont présenté aucun symptôme, même lorsque les anticorps ont été injectés 5 jours après la contamination. La surveillance des eaux territoriales, c'est l'affaire des marins. De jour comme de nuit, des patrouilles sont organisées sur la lagune et sur la mer. Dans la ligne de mire des soldats, les trafiquants et autres contrebandiers. Une de nos équipes de reportage a embarqué avec les marins pour une patrouille de nuit. 19h30, l'alarme se déclenche. Des hommes se mettent en branle, il est l'heure d'embarquer. La navette Komoé, c'est elle qui servira à la patrouille cette nuit. Avant de s'éloigner de la base, vérification de l'équipement. L'essentiel du dispositif est dissimulé à l'intérieur de la navette, loin de l'objectif de la caméra. Le premier maître Adama Diomandé, chef de la sécurité de la flottille, conduira l'équipe diligentée pour cette mission. C'est avec lui que notre équipe de reportage va s'entretenir tout au long de la patrouille. Nos échanges seront souvent interrompus par des appels radio. Oui, Mamba, écoute. On va pêcher une pirogue vers le port là. 4,90 à l'abordage, c'est vérifier le contenu. 2 autres navettes accompagnent le Komoé. Sur le théâtre des opérations, une ambiance quelque peu tendue. Ces hommes aux mines graves guettent ainsi le moindre geste ou mouvement suspect. On peut tomber de manière inopinée sur des situations désagréables et on les traite en tant que tels. On ne va pas tout dévoiler ici, on prend le maximum de précautions. Sur les eaux ivoiriennes, les menaces sont présentes de jour comme de nuit. La piraterie maritime, la pêche illicite et autres trafics de tout genre. Les fusiliers marins ne veulent pas baisser la garde. Ils entendent identifier des fauteurs de troubles et comprendre leurs intentions. Une tâche à la fois exaltante et difficile. À chaque patrouille, tous les endroits clés ou dangereux sont passés au peigne fin. C'est un endroit qui est beaucoup surveillé. Le fait que ça existe entre la CIE et la zone 4, quelqu'un peut quitter directement en mer, venir ici, entrer ici avec tout ce qu'il veut comme arme. Les grandes canalisations de Massi, Bakori, Briti, Pobre atterrissent ici. Donc vous voyez déjà ça sent. C'est un endroit également qui intéresse le ministère de l'Environnement, qui de temps en temps vient faire des prélèvements pour mesurer le degré de pollution. Après environ 3 heures de patrouille sans incident, l'on peut envisager le retour. Toutes les missions n'ont souvent pas été aussi aisées. Il y a des gens qui préfèrent affronter
la mort plutôt que de nous l'attendre. Il y a des gens qui abandonnent leur embarcation, leur bateau en pleine mer et s'y jettent à l'eau. 22h30, fin de la mission. Mais pas tout à fait. Il faut faire le point avec toute l'équipe une fois à terre. On n'a pas eu à trop travailler parce qu'on n'a pas rencontré de trafiquants. Vous pouvez vous reposer. On se prépare pour les prochaines missions. La superficie de l'espace maritime ivoirien est de 200 000 km², soit les 2/3 de la superficie terrestre. Il y a de cela 20 ans, toute cette étendue d'eau n'était pas autant surveillée. Exposée donc à la piraterie et à la contrebande, face à une marine déjà fragilisée et déséquipée, les efforts du gouvernement pour équiper la marine vont changer la donne. Désormais, ces eaux font l'objet d'une surveillance accrue des marins. Leur mission première commence depuis ce bureau, le bureau emploi-opération. En 2015, une quarantaine de bateaux pirates et une vingtaine de pirogues de contrebande ont été arraisonnés. Début 2016, déjà 9 bateaux battant pavillon chinois, nigérians, ghanéens ont été pris dans les filets de la marine. Avec ces résultats, on peut le dire tout net, les patrouilles quotidiennes sont un bouclier pour la sécurité maritime. L'action de ces patrouilles-là permet de rassurer tous ces navires qui se rapprochent du port autonome d'Abidjan et qui se disent qu'avec la patrouille des navires, nous avons une réduction des risques. Loin d'une balade lagunaire, cette randonnée est un exercice accompli pour ces marins. Toutes les journées se terminent de la même manière pour eux, avec un sourire dominé par le sentiment d'une mission effectuée, fût-elle au péril de leur vie. Au Niger, les résultats du double scrutin présidentiel et législatif du 21 février dernier tombent au compte-gouttes. Mahamadou Issoufou arrive en tête selon le décompte partiel fait par la CENI. Mais de nombreux Nigérians sont surpris par le temps mis pour proclamer ces résultats. Autre anomalie relevée par la plupart des analystes nigériens, la prolongation du scrutin de 24 heures. Au Niger, ce jeudi, la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, doit livrer les résultats provisoires de la présidentielle qui arrive à compte-gouttes. Les premières tendances placent Mahamadou Issoufou en tête. Certains Nigériens crient à la fraude. Il y a des fraudes partout. Partout ils ont fait leur fraude. Partout ils ont fait leur fraude. Dans les rues de la capitale Niamey, les habitants vaquent à leurs occupations, avec dans l'esprit les résultats de la présidentielle. Le business même ça se baisse. Depuis que nous on allait à l'élection là, sincèrement, depuis le matin que je suis venu là, je n'ai rien gagné d'abord. Jusqu'à présent. Pas moi seul, nous tous, beaucoup de gens même. Nous voulons que la paix après la proclamation du résultat. Donc celui qui voit qu'il n'a pas gagné, donc il n'a qu'à faire recours à la Cour constitutionnelle parce que c'est à elle vraiment de déterminer les éventuelles erreurs. Selon la coalition pro-Mahamadou Issoufou, l'opposition accuse délibérément la CENI dans le seul but de décrédibiliser le scrutin reconnu de tous. Leur dernière trouvaille est d'inventer l'existence de plus de 2500 bureaux fictifs, rien que dans la région des Zender, sans aucune preuve, et de ne pas accepter les résultats des élections avant même de les connaître. La coalition des opposants COPA 2016 a déjà annoncé qu'elle ne reconnaîtrait pas les résultats. 15 candidats étaient en lice pour présider ce pays de 18 millions d'habitants, vivant sous la menace des groupes djihadistes sahéliens et des islamistes de Boko Haram. Un double scrutin se déroulera en Iran demain. Près de 55 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour renouveler le Parlement et l'Assemblée des experts et aussi choisir leur président. Hassan Rouhani entend capitaliser pour renforcer son assise face aux conservateurs. Le reportage de l'un de nos confrères de l'AFP. Téhéran, à quelques jours d'élections cruciales. Les Iraniens sont appelés à voter vendredi pour renouveler les 290 membres du Parlement et les 88 membres de l'Assemblée des experts, des religieux chargés de nommer et de remplacer au besoin le guide suprême. Pour beaucoup, c'est le changement qui est à l'ordre du jour. En tant que jeune personne habitant dans ce pays, je m'inquiète surtout pour l'emploi et je ne suis pas le seul. Le chômage est le problème principal de notre société. Notre société a besoin d'être réformée. Ils doivent prendre nos droits en considération, prendre soin des gens, résoudre les problèmes économiques en planifiant et en proposant des idées et des programmes, pas uniquement à coups de slogans. Les élections sont un enjeu déterminant pour le président Hassan Rouhani. L'économie meurtrie du pays peine à se reconstruire après la levée des sanctions le mois dernier grâce à l'accord sur le nucléaire. Et Rouhani fait face aux critiques du Parlement dominé par les conservateurs
qu'il accuse d'être trop conciliant avec l'Occident. Les gens attendent de voir si la levée des sanctions va avoir un impact sur leur vie et les conservateurs se servent aussi de cet argument. L'accord nucléaire n'a été conclu qu'il y a quelques mois, mais les conservateurs ont beaucoup misé sur cette question dans leur slogan, en demandant pourquoi rien n'avait changé et pourquoi les choses ne s'étaient pas encore améliorées. L'impasse sur le nucléaire, qui a duré 13 ans, a fait perdre 2/3 de sa valeur à la monnaie iranienne. Le chômage est d'environ 10% dans le pays, mais il s'élève à 25% chez les jeunes. Si Rouhani obtient plus de soutien modéré au Parlement, il devrait pouvoir, d'après les experts, lancer une série de réformes économiques et sociales. La campagne officielle pour les élections a été largement éclipsée par une polémique. Des milliers de candidats n'ont pas été autorisés à se présenter par le conseil dominé par les conservateurs qui supervisent les élections, suscitant des inquiétudes quant au taux de participation des électeurs. L'offensive diplomatique se poursuit au Burundi. 5 dirigeants africains dépêchés par l'Union africaine sont à Bujumbura. Les présidents sud-africains, mauritaniens, sénégalais, gabonais et le premier ministre éthiopien vont eux aussi tenter de relancer le dialogue politique alors que la crise s'enlise autour de la question du 3e mandat du président Pierre Nkurunziza. Aujourd'hui, à la mi-journée, la délégation devrait rencontrer les partis politiques, le CNDD, FDD au pouvoir, le FNL d'Agathon Rwasa, désormais un vice-président de l'Assemblée nationale et ce qui reste de l'opposition interne. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien.